C'est difficile de commencer sans question, mais toi, tu as commencé comment en fait? À quel moment tu t'es dit je vais faire un film, surtout avec ce matériau quand même qui est le 16 et le Super 8, et te dire je vais rentrer dans une salle de soins et m'engager aussi en protagoniste dans cette relation soignant-soigné. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce film quoi Pour moi, c'était pas rentrer dans une salle de soins absolument, c'était vraiment un film sur la relation entre cette sage-femme et moi en tant que patiente. Je l'ai rencontrée en 2017 ou 2018, quelque chose comme ça. Et par hasard, quoi, sur Doctolib, et c'était la première fois que j'avais un rendez-vous avec gynécologique, quoi, disons, avec une sage-femme. D'une part, et d'autre part, un rendez-vous qui se passait comme ça, en fait, où à chacun de ses gestes, il était question de consentement, mais aussi elle m'expliquait ce qu'elle allait faire, puis elle me demandait si j'étais prête. Et à chaque fois, ça veut dire que c'était pas parce que j'étais rentrée dans le cabinet que c'était open bar. Et ça, c'était assez incroyable, ça a vraiment créé quelque chose assez en profondeur, en fait, chez moi, de reprise de pouvoir en fait, et sur ces moments-là où à chaque fois dans tous mes rendez-vous médicaux je m'étais plutôt sentie en position de vulnérabilité et où j'avais même presque un peu honte quoi de montrer mon corps à des gens pour qui devaient me soigner, mais comme il y avait toujours un rapport un peu de pouvoir et de et quelque chose de malaisant, en fait c'était jamais un moment agréable. Et en fait, elle a vraiment transformé ma manière de percevoir à la fois le soin, mon corps et aussi mon sexe. Et du coup, quand j'ai dû renouveler mon stérilet, je me suis dit qu'il fallait faire un truc en fait de ça, parce qu'en en parlant autour de moi à pas mal de copines, je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule à avoir vécu ça, que j'avais des amis pour qui, qui ont eu des paroles assez fortes sur leur propre sexe aussi, en disant qu'elles considéraient que c'était comme une blessure. Il y a eu beaucoup de discussions qui m'ont donné envie à la fois de montrer la relation de soins et comment cette sage-femme travaille, et comment en fait un rendez-vous comme ça devrait être un peu la norme, en fait, ce rapport-là, soignante-patiente. Et aussi, j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout et de montrer... c'est pas aller jusqu'au bout, mais c'est proposer une représentation du sexe, en fait. Et tel que le voit la soignante. C'est-à-dire vraiment dans un rapport de champ contre champ très simple. Et voilà, il se trouve qu'elle voit mon sexe à travers le spéculum, donc j'avais envie de faire ce plan aussi. C'était le double mouvement. Vraiment utiliser la caméra aussi comme un miroir pour passer du côté du regard de la soignante. Qui est hyper, en tant que spectatrice et meuf qui a vécu ça aussi, hyper fort, parce que c'est vrai que parfois on est hyper gêné, même quand tu fais le clap. En même temps, moi je trouve ça hilarant quand même, parce que t'as ce moment de gêne où tu sais pas trop quoi faire, et là t'as quand même repris le pouvoir aussi sur la situation en faisant un clap, tu vois, qui est cool. Ouais. Mais trop bien. C'est un peu une question que je voulais vous poser à toutes les trois, de ce que vous avez choisi de filmer pendant le film, vous l'avez fait en une semaine. Il y avait quand même un peu un exercice autour de cette réalisation. Et il y a plein de choses qui se passent en hors-champ. Il y a un moment où on voit 2 portes et on entend énormément de cris. Et donc voilà, je voulais vous poser un peu la question. Donc, vous suivez donc, cette sage-femme Alice. Et qu'est-ce que vous avez choisi? Quelles étaient les contraintes? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer des accouchements aussi, quoi? Est-ce que vous voulez répondre? Vas-y, puis après. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le travail sur la maternité avait vraiment été fait en amont quand même. Moi, je connaissais vraiment bien le lieu, moins Béa et Flore, qui, pour le coup, elles ont un peu été catapultées comme ça dans la maternité. Et donc on s'est dit, on va suivre Alice dans ses journées qui sont plus ou moins chargées. En fait, on ne peut pas prévoir une journée de sage-femme, hormis les rendez-vous. Mais après, il y avait quand même la question de rencontrer les patientes qui allaient voir Alice et leur demander si elles acceptaient d'être filmées.
qui sont des moments quand même très intimes et que parfois tu n'as pas forcément envie qu'il y ait une caméra qui vienne en face de toi pendant une salle d'accouchement ou après. Et là, c'est un peu toute la force aussi, je pense, de Alice, qui est une personne quand même qu'on peut voir qui a un très bon relationnel et les personnes lui font confiance et donc en fait après on se présentait et on rentrait dans les salles et on voyait un peu ce qui advenait quoi. Mais l'idée c'était de prendre le moins de place possible et d'être dans le respect quand même des personnes qui étaient dans l'amateur et du moment qu'elles vivaient quoi. Flore. C'était un bon catapultage. Et ça, moi, ça m'a beaucoup apporté en fait cette semaine à la maternité. Je pense à la fois en tant que femme, tout bêtement, et aussi ouais, dans l'apprentissage un peu de ce métier et aussi pour les films en général. Et pour ce qui concerne, en fait, il y a beaucoup de moments où effectivement, comme on n'avait pas du tout rencontré les patientes en amont, on était un petit peu comme, bon bah voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire, enfin en tout cas à l'image par exemple notamment, parce que le son c'est une chose, souvent les patientes elles n'avaient pas de problème à ce qu'on entende leur voix. Par contre évidemment l'image, la question c'était qu'est-ce qui est montrable ou pas. Et il y a notamment la scène où il y a donc le sang sur le bras et aussi un moment où il y avait une dame qui voulait pas qu'on voit son visage et qui avait eu un accouchement qui s'était très très mal passé. Et donc dans ces moments-là, voilà, ça a été trouvé un peu avec Alban et Alice et Béa les manières d'essayer de rendre compte de ce qui est en train de se passer tout en respectant les volontés des femmes, quoi, tout simplement. Mais voilà, c'est vrai que du coup ça a été vraiment de l'adaptation un peu au jour le jour en fonction des situations. Et même le dispositif, parce que là, quand on fait un film, on est 3 quand même. Donc il y a des fois où Flore partait seule avec la caméra parce que juste c'est pas possible de faire rentrer 3 personnes dans une salle. Et je pense que c'est un peu ce qu'a eu Emmanuel sur le tournage en fait. Ils étaient 2, c'est ça? Non, il était seul. Il était seul? Il était tout à fait seul. Et pour lui, la question, par rapport à la fameuse question du chant et du contre-chant, là pour le coup, il s'est dit... bon, déjà, il y a eu 2 choses. Il s'est rendu compte qu'il y avait très peu de place dans cette petite salle de consultation. Il y avait un endroit où il pouvait se mettre et pas vraiment plus. Et ensuite, même s'il avait l'accord des gens, des retenus pour être filmés, parce qu'évidemment, avant de les filmer, on demande toujours s'ils acceptaient, mais même le fait qu'ils acceptent, il a tout de suite décidé que c'est pas parce que c'est dans leur situation, c'est pas parce qu'ils acceptent qu'il doit se permettre de les filmer. Puisqu'ils ne sont pas dans une situation où prendre une telle décision va de soi. Enfin, voilà. Donc, de toute façon, très vite, il s'est rendu compte qu'il ne fallait pas les montrer plus que ce qu'on voit, c'est-à-dire de dos, ce qu'on devine. Donc, à la fois la place et le fait qu'il n'y ait pas de contre-champ, c'est vraiment lié à ces deux éléments-là. Mais qui est d'autant plus fort, je trouve, quand même sur le suivi en fait, de nous quand on a fait la programmation, de la place du corps médical dans ce lieu en fait, parce que nous on montre un lieu quand même qui est la maternité des Lilas, qui est hyper accueillant pour les patientes, où c'est des personnes qui veulent venir et qui savent quand même qu'elles ont un rapport à leur consentement qui va être totalement respecté, là où les personnes dans le dernier film se retrouvent dans un lieu un peu contrainte quand même, et la médecin en fait endosse quand même vachement la responsabilité de la pesanteur de ce lieu et comment elle accompagne dedans. Et ça, c'est hyper fort, je trouve. Il y a un cadre qui est vraiment très défini, tandis que dans la maternité de Léla, il y a de la circulation. Vous choisissez aussi à la fin d'avoir des plans en extérieur. Et là, on est sur un seul cadre. Je ne sais pas si... Il y a un moment où on voit un patient, il y a un plan un peu plus latéral où on voit son corps, mais je ne sais pas si dans les rushs, déjà peut-être qu'il faudrait un peu la collaboration avec Emmanuel Roy, mais est-ce qu'il y avait que ce type de plan? Oui, il n'y avait que les plans sur RIM, sur le médecin, et quelques éléments comme ça sur le couloir, ce qu'on voit dans le film, mais pas beaucoup plus. Et des plans d'extérieur, évidemment, l'un des enjeux, on peut le deviner en voyant le film, évidemment, c'était est-ce qu'on allait rester toujours, est-ce qu'on allait enchaîner de façon directe les consultations, ou est-ce qu'on allait passer par l'extérieur? Évidemment, on a essayé. Le problème, si on passait à l'extérieur, c'était que ça marchait la première fois, on revient, et alors la fois d'après, qu'est-ce qui se passe? Et on n'arrivait plus à enchaîner, et puis repasser dehors, mais ça devient une mécanique un peu stupide. Donc finalement, on s'est assez vite rendu compte que non, il ne fallait pas du tout sortir, il fallait trouver des micro-pauses de temps en temps, bien sûr, pour qu'il y ait un peu de relief, c'est-à-dire c'est pas
couloir, des choses comme ça, ou un moment où elle est seule avec ses dossiers. Mais c'est tout. Après, ça c'était la mécanique pour trouver le film tel qu'on le voit, mais ce qu'on ne peut pas deviner en voyant le film, c'est qu'en fait, Emmanuel, il voulait faire un film avec rime, mais pas forcément entrer dans le centre de rétention. D'autant plus que c'est impossible d'entrer dans le centre de rétention. C'est impossible d'avoir l'autorisation. Je vous raconterai après comment ça s'est passé finalement. Donc, en fait, il avait fait toute une série de tournages avec Rime dans sa voiture, qui le matin part de chez elle et va au centre de rétention, et il l'a laissé partir. Il y avait beaucoup de rush, et on pensait que le film, ça allait être ça. En fait, on parle de chant contre chant là, mais il ne s'agissait même pas d'entrer dans le crâne, il s'agissait de comprendre comment elle vivait le fait d'être médecin dans un endroit pareil. Sachant, comme elle le dit, qu'elle est aussi médecin en prison, mais à côté, c'est rien la prison. Beaucoup de gens qui connaissent les deux préfèrent évidemment nettement la prison au crâne. Ça, c'est le sujet. Enfin, c'est le sujet, mais c'est une autre discussion. Et donc voilà. Et donc après, à un moment, l'autorisation, ils ont pu entrer dans le centre de rétention. En fait, la ruse, c'est que c'est pas ni la production ni le réalisateur qui ont demandé l'autorisation, mais c'est elle. Et tout est passé par elle. Et sur une espèce de malentendu étrange, ils ont dit oui. Une négligence. À la fois le responsable, le policier responsable du CRA, c'est la police des frontières, et le préfet, je crois que c'est le préfet. On dit oui, ok, enfin, et c'est comme ça qu'il a pu filmer. Il ne pouvait pas filmer autre chose que la salle de consultation, mais déjà ça, c'était énorme de pouvoir mettre les pieds là-dedans. Voilà. Ensuite, on a monté, c'était au mois de décembre, et quand même, oui, ce que je dois raconter, c'est qu'en plus, c'était les dernières semaines de travail au sein du CRA de Rime, puisqu'elle quittait le centre de rétention. Et donc c'était ces dernières semaines, et ensuite elle est partie ailleurs, maintenant elle bosse en Irak, enfin sur les prisons en Irak, des choses beaucoup plus, toujours très engagée. Et pendant le montage, Manu s'est dit mais j'ai envie d'aller plus loin, de la revoir, et il a refait, alors qu'on avait déjà monté le film, il était pratiquement fini, c'était au moment de Noël, on avait monté en décembre, et il est allé tourner avec elle, il est revenu avec elle aux alentours du centre, il a fait des séquences avec elle où elle revient, elle regarde, elle parle avec Manu, elle revient sur cette expérience-là. C'est des séquences très belles, très réussies. Donc, quand on a repris le montage, on les a montées pour se dire que finalement non, il ne fallait pas. On avait évidemment envie de laisser le dernier mot, malgré tout, aux retenues et pas à l'expérience de Rime elle-même, aussi intéressante soit-elle. C'est pour vous raconter un peu pourquoi le film, ce qui ressemble évidemment à l'arrivée, ce qui est un dispositif, mais un dispositif, c'est pas une idée formidable qu'un réalisateur a en tête, c'est vraiment un processus, toute une construction qui fait qu'à l'arrivée, c'est ça qui s'impose, et c'est pas un a priori comme ça, un peu théorique, stylistique. C'est pas ça. Bon, ça c'est important parce que lui-même le raconte pas trop, quoi. C'est toujours plus facile pour moi de le raconter que pour lui. Qu'il a essayé beaucoup de choses. Oui, qu'il a essayé, et que cette forme-là, elle n'était pas là, c'était pas dans son dossier pour. C'est pas comme ça qu'il voyait le film. Et même le fait d'entrer dans le centre de rétention, c'était pas réellement prévu. En même temps, moi j'ai trouvé que c'était ça la force du film, puisque ça nous enferme avec eux. Donc moi, tu vois, même s'il y a des récits qu'on a d'une manière ou d'une autre, des expériences, le fait d'être enfermé avec eux, c'est extrêmement fort. Et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment ça une des forces du film, de ne pas sortir, quoi. Oui, et puis la question que soulève aussi la sage-femme de l'empathie, c'est vraiment aussi central, évidemment, dans son expérience. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'elle a décidé d'arrêter. Après, elle est restée 8 ans quand même. Elle a bossé 8 ans au CRA. Et tout le monde lui disait, mais t'arrêteras le jour où tu te rendras compte que tu auras moins d'empathie, où tu vas commencer à te blinder. Et elle dit, mais c'est exactement l'inverse qui se passait. C'est que l'empathie devenait insupportable pour moi. De sentir l'impuissance et une empathie qui, au lieu de s'émousser, allait grandissant.
c'est aussi pour ça qu'elle a arrêté, quoi. Mais d'ailleurs, elle le dit à un moment, enfin, elle partage la situation avec une personne, elle lui dit bah oui, la situation, enfin là, le cadre dans lequel on est vraiment pas agréable. Et on sent qu'elle est à deux doigts, enfin, elle lui amène des mouchoirs et on sent qu'elle est à deux doigts d'en prendre pour elle aussi à ce moment-là. Et là, on se dit, waouh, ok. Et, mais c'est un peu toute la force quand même des soignants et des soignantes. Parce que c'est des métiers, on peut pas faire fi en fait de leur santé mentale. Et c'est un peu le point d'ailleurs où, enfin là, je trouve le dernier film se rattache bien à la situation de l'AME sur la loi immigration. Où le point qui a été entendu le plus rapidement, c'est qu'en fait, la situation de pouvoir, elle est quand même dans les mains des soignants. Et ils ont dit, bon, bah, en fait, là, on arrête le travail dans ces cas-là. Et donc, en fait, ils ont lâché quand même l'affaire directement. Et de leur donner du pouvoir aussi. Après un peu de bataille quand même. Bah, bataille médiatique et tout. Oui. Enfin, oui, bien sûr. Mais quand même, tu vois, là, c'est des points où tu peux pas leur enlever ce pouvoir. Enfin, et c'est trop fatigant, on peut pas leur donner des structures qui sont invivables à côté, en fait. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez parlé des rushs, vous avez dit que vous aviez beaucoup de rushs. Je me demandais quand est-ce que, s'il y avait des choses que vous aviez du coup choisi de ne pas montrer, certaines situations, certaines personnes qui avaient été filmées, et comment vous aviez choisi ce que vous avez montré et pourquoi vous avez décidé de laisser de côté certaines situations. Toujours, on a beau être face à des situations tout de même assez extrêmes et dans un lieu totalement inhumain, quand on construit, malgré tout, c'est pareil que si c'était une histoire d'amour ou n'importe quelle histoire. Il y a des questions d'intensité qui vont les unes avec les autres, un rythme à trouver, tout simplement une forme qui doit s'imposer. Donc on regarde, on subit les choses, on se dit « Ah c'est curieux, si les choses sont dans un autre sens, on les accepte moins. » Et par exemple, une fois que tout ça s'est mis en place, on se rend compte qu'il y a encore des séquences qui sont très importantes, très fortes, notamment une, et on se dit « Mais et on la met là, ah non, l'ensemble est moins bien, alors on la met ailleurs, et puis ça va pas non plus. Donc on l'enlève en se disant, c'est pas parce qu'elle mérite moins que les autres d'être là, c'est parce qu'on se rend compte que si on l'ajoute, quelque chose de global du film s'affaisse un peu ou s'affaiblit curieusement, sans qu'on comprenne bien pourquoi, il n'y a pas de raison a priori, et voilà, quelque chose comme ça de purement mécanique. Un film quel qu'il soit, il y a une part mécanique comme ça, des affects et des intensités, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est, disons, la cuisine habituelle de la construction d'un film. C'est pas particulier à celui-là. Cette séquence à laquelle je pense, même à la fin du montage, Manu habite à Marseille, moi en région parisienne, et il avait un vrai regret avec cette séquence. Donc il est aussi monteur. C'est aussi un très bon monteur. Donc de son côté, il a réessayé de la mettre ici ou là, donc il me renvoyait, et puis il regardait, et puis il disait non, ça, c'est pas possible. Enfin voilà, et ça encore une fois, c'est des choses tout à fait, c'est tout à fait commun à tous les films. Toi, tu es monteuse à la base, et c'est toi qui as fait le montage du film. Il y a des choix un peu. Déjà, il y a 2 caméras. Ouais. Il y a des noirs, beaucoup, des moments où on ne montre pas ce qui se passe, et puis on nous montre. Ouais. J'ai monté toute seule, mais j'ai aussi beaucoup montré à une amie qui est aussi monteuse et réalisatrice. Et par rapport je vais répondre à ta question, mais par rapport au plan d'extérieur, c'est marrant parce que moi j'avais monté le film, on était tout de suite dans le cabinet, et puis on a fait une session où je lui ai montré, j'étais vraiment à toute fin du montage. Et ça m'allait pas de voir le plan du cabinet à la fin. Il y avait un truc qui allait pas. Elle me dit, mais pourquoi tu mets pas au début? Attends. Et elle a essayé, je me dis, oui, bien sûr, c'est génial, c'est le premier plan. Et du coup, en fait, fallait montrer, c'était l'inverse, quoi. Fallait d'abord montrer où on était, quel cadre, cabinet libéral aussi, ça dit ça. Et c'était, ouais. Et donc pour le montage, en fait, j'avais pas énormément de matière. J'avais 25 minutes de rush. J'avais tout préparé vraiment en amont du tournage, les chants contre chants. On avait beaucoup répété avec l'équipe. Aussi parce que
je savais que je pourrais pas voir ce qui était filmé. Et puis, enfin, il y avait des choses qu'on n'allait pas refaire, donc on s'était vraiment préparé. Et du coup, quand j'ai fait la première version de montage, j'ai monté tel que j'avais découpé le film. Donc il n'y avait pas de noir. Et ça allait super vite, le film durait genre 10 minutes. Et c'était super violent en fait. Enfin, quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était pas ça que j'avais envie de faire, parce qu'en fait on arrivait sur les images du sexe, c'était super brutal, quoi. On n'avait pas le temps de comprendre où on était. En plus la sage-femme elle parle très vite. Léna, je l'adore, hein, elle parle super vite et du coup c'était ouah, bam 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 et c'était fini quoi. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que je ralentisse le rythme et il fallait que je trouve un moyen d'amener ces images aussi du sexe qui m'ont quand même assez choquée hein, quand je les ai vues, c'est moi qui ai développé les images en fait à l'Abominable et à l'Etna qui sont deux labos de cinéma argentique en région parisienne. Et quand j'ai vu les images la première fois, j'étais un peu waouh, j'ai fait ça, est-ce que je peux vraiment montrer ça? Enfin, ouais. Et du coup, je me suis dit, dans le montage, il faut qu'il y ait un moment de. Dans le film, quoi, il faut que je trouve par le montage un moyen de préparer, en fait, d'une certaine manière, ce qui va se passer. Et sur le tournage, j'avais demandé à l'ingé son de continuer à enregistrer, en fait, ce qui se passait sur le plateau, entre les prises. Et parce que c'est une pratique. Enfin, je faisais partie d'un collectif féministe en non-mixité. De femmes cinéastes de l'Etna, justement, qui est le labo à Montreuil. Et on avait cette habitude-là entre nous, quand on se filmait, de continuer à enregistrer. Quoi. Ce qui se passait, c'était assez intéressant. Et donc j'avais cette matière sonore, et du coup je l'ai utilisée pour créer le rythme en fait, du film, à la fois au début, sur le générique début, pour un peu donner quelques indices sur de quoi ça va parler, quand on entend le mot stérilet, enfin voilà, on rentre un peu dans le contexte. Il y a aussi cette question un peu de la fiction, où en fait on se tutoie avec la sage-femme, avec l'équipe et tout, puis dès que ça tourne, en fait on se voit. Donc c'était aussi, ça crée un peu ce hors-champ quoi, du tournage, et j'aimais bien jouer sur les deux, sur le genre, quoi, le trouble un peu là-dedans. Et puis, au milieu du film, ça m'a l'utilisation du noir et du coup de cette présence sonore de l'équipe aussi, de nos rires, c'est des moments aussi où on entend qu'on prend soin les unes des autres, qu'on est à l'écoute, que c'est assez détendu aussi, en fait, même si on était très concentrés, il y avait un truc un peu drôle quand même de diriger le film à moitié nu, quoi, les pieds dans les étriers, c'est un peu marrant quand même. Et du coup, j'avais envie de faire ressentir ça aussi. Et du coup, ça, je l'ai trouvé dans une deuxième version, dans un deuxième temps quoi, du montage. Et aussi, la fin du film dans la rue, j'avais pas tourné en fait au début. D'accord. Dans le premier jour de tournage, le seul jour de tournage prévu, et c'était avec la sage-femme. Et après, j'ai fait cette première version, et pareil, cette amie, Young Sun No, m'a dit ça allait pas parce que le film se terminait en même temps que le geste médical, et du coup, ça faisait pas film d'une certaine manière. Mais là, on est dans le corps, je trouve, je suis pas mal d'en discuter, mais avoir ressenti le film dans notre corps. Et je trouve que cette dernière scène, il y a aussi quelque chose de consentement avec le public, où on a le temps de sortir de cette séance, en fait. C'est de la même manière que quelqu'un descendrait un peu. Ouais. Et oui, puis il y avait l'idée d'inscrire aussi dans le quotidien, en fait, parce que c'est quand même le quotidien de beaucoup de gens. En fait, c'est un soit tu marches avec ton stérilet dans la rue. C'est un rendez-vous gynéco, médical, ou un moment où on doit se mettre à nu, se confronter aussi à ça, au regard du médical, du corps médical. En fait, c'est des choses qui sont pas du tout anodines. Et j'avais un peu envie qu'on soit propulsé aussi dans la rue, à la fois pour faire redescendre un peu, mais aussi pour l'inscrire, et pour sortir du huis clos aussi, que tout ça s'inscrit dans un cadre social urbain. Voilà. Donc ça c'est venu dans un deuxième temps, après une première version montage. Je vous voyais acquiescer, c'est quelque chose que vous faisiez aussi d'enregistrer au son, dans les moments où vous ne tourniez pas. Si ouais, t'as comme ça pris quand même pas mal de sons. Il y a des moments où on a pris seulement des sons, notamment quand on était derrière les portes et qu'il y avait des femmes en train de pousser, de coucher quoi. Là évidemment, ces sons-là, je me souviens quand on les a eus, en fait c'était assez instinctif notre tournage quand même. Oui. Mais je me
souviens de ce moment, on était quand même contente d'avoir... on savait pas si on allait les utiliser, mais je pense qu'on a senti toutes les trois qu'on avait une matière intéressante et qui était quand même importante. Voilà, qui était bien d'avoir qu'au son, c'est certain. Bah, même par respect pour les personnes en fait, qui voient quand même 3 jeunes filles arriver en expliquant que c'est un film d'études. Et il y a ce moment où tu te dis, est-ce que tu as envie d'avoir ton image, tu vois, et ça c'est totalement compréhensible. Et donc on s'est dit, on récolte toute la matière au son, et en fait qui a été utilisée finalement, c'est sur la scène des portes, où c'est le seul passage où en fait on était là, jamais, enfin même, il faut se le sentir aussi je pense de rentrer dans une salle pendant que c'est ce moment-là. Et en fait qui était totalement d'à propos finalement, parce qu'on n'a pas besoin d'être à l'intérieur pour comprendre ce que c'est, ce que ça représente. Et en fait nous même quand on se balade, parce que comme on a passé très peu de temps dans cette maternité, on était totalement en immersion. Et en fait quand tu te balades et que tu t'arrêtes entre la salle des soignantes et le couloir et que ça pousse, t'es là genre ah ouais quand même genre hardcore la journée. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ouais, ce c'est film. ça. Mais même Alain qui est présent dans la salle, qui est dans les remerciements au générique, pourra en témoigner aussi parce que même combat. Mais c'est vrai que c'est un bon lieu pour faire un premier film, en tout cas la maternité, et on s'est dit que le son c'était important de le capter aussi dans les moments de vie qui ont été moins utilisés parce que c'est plus la parole d'Alice en entretien qui ressort, qui est un peu notre fil rouge quand même, d'une voix off avec ses actions par-dessus en fait qui font sens sur sa journée et qui un peu est en clé de lecture en fait sur cette journée de soignant ou de soignante qu'on ne peut pas forcément imaginer autrement. Je me demandais juste si vous aviez montré le film au CRA après ou dans d'autres CRA. Non, en fait, Manu avait pris les coordonnées autant que possible des uns et des autres, sauf que beaucoup n'avaient pas de téléphone et numéro, et en fait, c'était totalement impossible de retrouver qui que ce soit. Non, on est quand même dans une dimension de la société où les gens sont soit totalement perdus, soit en dehors des radars, disparus, certains renvoyés dans leur pays. Voilà. C'est impossible c'est pas des gens après qu'on rassemble et puis avec qui on partage ce qui a été fait, malheureusement. Donc ça a été très dur pour Manu de réaliser ça. Et on est vraiment creux de ce qui se passe dans ce pays, le truc, l'abomination totale. C'est un peu la question qui a déjà été posée, mais est-ce qu'il y avait il y aura une question après, mais est-ce que vous vous êtes fixé des limites? Est-ce que lui, il y a des moments où il coupait? Est-ce qu'il y a eu des... Parce qu'il y a des sujets qui sont tellement durs. Oui, bien sûr. Par exemple, la personne qui s'effondre, vraiment, qui pleure, lui, il est revenu, et à chaque fois, avec Rim, quand il est revenu, Manu a dit non, je ne filme pas, parce qu'il allait de plus en plus mal. Donc voilà, c'est des choses qu'il sentait soit lui-même, soit en fait avec Rim. Est-ce qu'il allait filmer, est-ce qu'il n'allait pas filmer? Après, certains refusaient d'être filmés, bien sûr. Mais voilà, ça se passait beaucoup autour. Et après, ce qu'on a choisi au montage, c'était vraiment ce que j'expliquais tout à l'heure, sur la question d'équilibre. Je voulais dire deux choses à la fois sur le film. Je vais le mémoire des titres, mais il se trouve que la semaine dernière, je ne sais pas faire de près de 6 jours, j'ai été voir une série de projections de films militants qui est passée à l'interne, qui a eu une bonne évolution d'ailleurs sur l'histoire de films militants. Et il y a un film qui a été diffusé, qui est un film qui retrace une partie de la lutte pour le droit à l'avortement, et notamment une partie des actions d'avortement clandestin qui ont été menées dans les 2 ans qui ont précédé, enfin longtemps avant, mais le film retrace les 2 années qui ont précédé le droit à l'avortement. Je parle de film parce qu'il y a une scène complète d'un avortement. Peut-être que vous ne connaissez déjà ce film, mais en tout cas, moi je l'ai découvert à cette occasion. Et revoir peu de jours après ce film m'a fait un écho fort agréable sur la continuité de la question du soin du corps, de la gynécologie, et en plus, dans les 2 cas, de
praticiens, praticiennes, qui sont dans une réflexion autour de la question de se mettre à un terrain d'égalité, et donc la question de l'explication, l'explicitation du corps, du geste, des objets, etc. Et ça, voilà, j'ai trouvé beaucoup de similarités. C'est Histoire d'art, le film? Ouais, c'est et d'autre part, je voulais vous demander, du film sur lequel vous avez commenté, je voulais dire que je pense que le film est très bien parce qu'il m'a mis très en colère. J'imagine que ça fait partie de sa fonction et de son enchaînement. Ça m'a renvoyé à un film de Raymond Queneau qui, je pense, avait 12 jours sur des personnes qui sont auditionnées par un juré, savoir s'ils vont être sortis ou non dans un statut dans lequel ils sont enfermés sous défense. Ça m'a produit une colère qui est relativement similaire. Et du coup, il y a un malentendu que je voudrais dissiper, c'est une question que je voudrais vous poser à ce propos, c'est-à-dire que j'ai l'impression dans ce film d'avoir été en colère, et une colère qui est partagée avec le film, qui est partagée vraisemblablement avec Rime. Et à la fin, dans les remerciements, de lire un remerciement au directeur du CRA et au préfet, je me suis sentie esseulée dans ma colère. Et j'en ai voulu à ce panneau. Et donc, j'apprécierais d'entendre. Je sais pas, oui, j'en ai pas parlé à Manu de ça. Donc, je vais pas trop m'aventurer, parler trop à sa place. Après, je pense qu'il y a aussi un côté un peu pince sans rire, du truc, à mon avis. Ah oui. Tu vois. Évidemment que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur la ruse, qui a consisté à obtenir, parce qu'il faut malgré tout une autorisation pour aller tourner dans un endroit pareil. Et voilà. Et donc c'était je m'aventure un peu, je parle vraiment à la place de Manu, et autant je peux expliquer des choses sur le tournage, le montage, mais là, on n'en a jamais vraiment parlé de ce carton qui vous gêne. Moi, je le vois comme ah oui, vous nous avez autorisé à rentrer là-dedans, merci beaucoup, merci de nous laisser entrer, voilà, c'est ça, en fait, c'est tout, quoi. Bon. Mais c'est évidemment pas un quelconque hommage. On n'est pas dans cette dimension-là, c'est quasi ironique, je pense. Certainement diplomatique aussi, par la même occasion. Enfin. Peut-être, mais ça, même pas, parce que s'ils les avaient pas remerciés, ça se passerait la même chose. Et je pense pas qu'il y ait qui que ce soit je sais pas, tu vois, de l'administration, de la police ou ça, qui se soit penché sur ce film. Devrait. Devrait. Ce serait pas mal pour nous. Malheureusement, oui, je pense pas. Après, c'est peut-être aussi l'idée, oui, une institution, même la plus tordue, même celle-là, elle existe, elle fait partie, voilà, il y a l'hôpital, il y a la prison, il y a le centre de rétention, voilà, c'est une institution, voilà, qui s'est répandue, qui n'est pas prête de disparaître, malheureusement. Et puis c'est aussi tout le dilemme dans lequel que vit Rime, le médecin, parce qu'elle est là. Évidemment, qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je cautionne en étant là? C'est heureusement qu'il y a de la médecine dans un endroit pareil, qu'elle ne disparaît pas, mais étant là, et il faut voir que là, beaucoup de médecins dans des centres de rétention, beaucoup de médecins à sa place n'ont pas du tout l'attitude, le comportement. Il y a des médecins qui sont ni plus ni moins que des auxiliaires de police. Donc voilà, c'est évidemment tout ça, et c'est un vrai dilemme. C'est en ça que aussi c'est un film. C'est parce que c'est pas simplement. Il y a une dimension militante évidente. Tu parlais de la colère que ça suscite, évidemment. Mais c'est aussi quelque chose qui manie les ambiguïtés. Peut-être que ces remerciements font partie. Je ne sais pas. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question et continuer de manière un peu plus informelle au bar. C'est la dernière question. Moi, je m'interrogeais juste sur le choix de la caméra. Ton film Le passage du col, parce que j'ai vu que tu faisais une caméra Super 16 et Super 8. Et
voilà, je me demandais juste pourquoi ce choix pour ce film. Le choix de tourner le film en pellicule, il était assez évident parce que je travaille comme monteuse, donc je fais pas beaucoup de films. Enfin, c'est le deuxième que j'ai fait, en gros, le troisième. Mais, et j'aime beaucoup la pellicule, je fais partie de labo de cinéma argentique, donc voilà, j'avais envie aussi de travailler avec ce support-là, parce que ça me faisait plaisir, mais bon, il y a d'autres raisons aussi, évidemment. Il y a une raison plus peut-être plus sensible et aussi peut-être politique aussi, sous la politique de l'intime, c'est-à-dire que j'ai eu du mal avec mon image, je ne suis pas quelqu'un qui aime être devant la caméra, et être filmé avec un support que j'aime, en fait c'était aussi une manière de fabriquer une image de mon corps, de la peau, le grain, tout ça qui me plaisait. Il y avait ça, il y avait aussi le fait que en fait, j'ai fait ce film grâce à un collectif dont je parlais tout à l'heure, La Poudrière, et avec ce collectif on s'était filmé en pellicule en fait, donc la première fois que j'ai été filmée c'était aussi en Super 8 et en 16. J'avais vraiment confiance en elle, et ce qui me plaisait aussi c'était qu'il n'y avait pas de retour vidéo sur le tournage. Qu'en fait la chef-op qui a accepté de filmer mon sexe, de passer dans le regard de la sage-femme, c'était la seule à avoir vu cette image, jusqu'à ce que je la développe. Et il y avait aussi tout ce processus aussi de réappropriation de son image, parce que c'est moi qui ai développé les films, donc c'est moi qui étais la première à voir les images. Donc ça c'était important aussi dans le process de réappropriation. Et il y a 2 caméras, donc il y a 16 et Super 8 pour des questions juste assez pragmatiques, c'est-à-dire qu'au labo on n'avait qu'une seule caméra 16 qui permettait de faire du son synchrone, une éclair. Et donc voilà, on avait des caméras Super 8 et il y avait une chef-op, je voulais vraiment qu'elle soit là, qu'elle filme, et elle était beaucoup plus à l'aise en Super 8 à l'époque. Du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai choisi d'utiliser ces 2 caméras. Je ne m'attendais pas forcément à ce que le grain de la pellicule soit aussi différent. En fait, au début, j'ai eu du mal un peu à accepter le fait que ça se voit en fait, sur les champs contre champs quand on passe en Super 8, tout le grain est beaucoup plus gros. Et en fait, il y a le son aussi de la caméra qui se déclenche, qui m'a bien pris la tête au montage son. Mais en fait, je l'ai accepté aussi comme quelque chose qui fait partie du côté un peu brut aussi du film. Et qui ramène aussi une tension. Ça joue aussi avec ce truc de la fiction. On sent que c'est fabriqué en fait, tout ça. Et voilà. Je me demandais si dès le début ça avait été une évidence de te mettre en scène, ou si tu avais pensé prendre une autre patiente de cette sage-femme. Non, c'était une évidence que ce soit moi, parce qu'il y avait vraiment en fait, je voulais vraiment que la personne qui est filmée soit la personne qui décide de comment elle est filmée, qui mette en scène son image. Et voilà. C'est vraiment dans ce truc de reprise de pouvoir, et ouais, je comprends vraiment, je pense que c'est des grosses questions, comment on peut rentrer dans l'intimité d'une salle de soins et sans, tu le disais très bien tout à l'heure par rapport au consentement, comment est-ce que la personne se sentirait vraiment en droit de refuser, est-ce que, j'avais pas envie du tout de me confronter à ces questions-là. Et c'est très violent la caméra, je trouve. Ça peut l'être en tout cas. Et même, ça peut aussi être une force dont les personnes s'emparent évidemment quand elles sont filmées, mais là c'était plutôt vraiment la question de la représentation de mon propre corps et de faire traverser aussi ce chemin-là aux spectateurs et spectatrices. Ouais. Moi je pense que ça contribue beaucoup au fait d'accepter de voir ce qu'on voit. On se dit que tu filmes pas quelqu'un même qui aurait accepté, mais que c'est bien toi. Alors moi je sais quand j'ai vu sur le papier ce que j'allais voir ce soir, mais j'étais pas sûr de me sentir même l'envie de voir ça. Et là, je me suis posé aucune question. Je pense aussi que la pellicule, en effet, aide. Autant c'est souvent quand même un peu un gadget, de filmer un peu. Autant là, je me suis pas du tout posé cette question. Quand je dis un gadget, ça peut être une coquetterie, comme n'importe quel effet de style. Je ne parle pas spécialement de la pellicule. Mais là, pas du tout. Je me suis jamais dit ça. Et je pense que ça contribue beaucoup à ça. Évidemment, et puis après ce que tu décrivais du rythme du film, du temps qu'on prend, des noirs, du son, au tonneau.
Ce qui fait que j'ai jamais, je me suis vraiment surpris à accepter de regarder ça, mais pleinement, quoi, sans être... Il y a quelque chose de l'ordre du pacte, en fait. Et c'est pour ça que j'ai mis en scène les claps et les coupés, les actions, voilà, pour qu'on comprenne que c'est moi qui réalise, qui dirige, et en fait que ça emmène aussi. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose. Et puis on a l'impression que tu diriges aussi cette séance. Oui. Alors que souvent on le subit, on n'ose même pas parler. Ouais. Ok. Ça fait vraiment du bien de voir ça. Merci. Merci. Prenez soin de vous. Voilà, le mot de la fin, et des autres.